Saisi pas moins de 230 000 fois par an, le Conseil des prud'hommes règle les différends entre salariés et employeurs. Cet épisode de Face au droit social lui est dédié dans les coulisses des prud'hommes. C'est tout de suite. Et comme toujours, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michael Hayat. Bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes délégué aux affaires sociales au sein de Syntec Numérique ainsi que conseiller prud'homme. Et Nicolas Sauvage, bonjour maître. Bonjour Roxane. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. On va parler des prud'hommes. Tout d'abord, qui peut saisir les prud'hommes? Est-ce que tout le monde peut saisir les prud'hommes? Et de quoi faut-il se méfier? Tout le monde peut saisir les prud'hommes à partir du moment où on est dans une relation de travail avec une autre personne, c'est-à-dire que c'est autant le salarié que l'employeur qui peut saisir les prud'hommes, mais il y a 99% des cas, c'est le salarié qui saisit le conseil des prud'hommes et donc on l'appelle le demandeur. De quoi faut-il se méfier, Michael? Le plus souvent de la désorganisation, c'est-à-dire que lorsque le conseil est saisi, il faut tout de même faire attention à ce que le dossier tienne. Est-ce qu'il y a des éléments dans le dossier et que la façon de le présenter permette au conseil de faire son office, c'est-à-dire de juger? Justement, la manière de présenter, le justiciable peut faire appel à un avocat, ça n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé. Pourquoi? Pour cette raison-là, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont tendance à venir au conseil, ou auraient tendance à venir au conseil avec un dossier et armé de leur bonne foi. Mais le conseil de prud'homme, c'est un lieu qui a une histoire, qui a une pratique, et il faut une méthode. Et si on veut obtenir gain de cause, il ne suffit pas de venir avec sa bonne foi, mais il faut aussi avoir des éléments, des preuves, une connaissance du droit qui fait qu'on demande la bonne chose et non pas dans l'abstrait quelque chose qui semble adéquat. Oui, on peut ajouter que c'est aussi important d'aller chercher un avocat pour se faire représenter, qu'on soit entreprise ou salarié, parce que le conseil des prud'hommes n'a pas le pouvoir de remplacer dans ses demandes le salarié, puisque c'est en général le salarié, et donc le salarié qui fait des demandes, s'il ne sait pas qu'il peut les faire, parce qu'il n'est pas assisté d'un avocat, ne va pas faire des demandes qu'il aurait peut-être pu faire, et donc il va finalement être il va mal se défendre lui-même, puisqu'il ne le sait pas, alors que quand on va prendre un professionnel du droit, lui, il sait ce que l'on peut demander, et souvent, il raconte plus de choses, et il trouve plus de choses à dire que ne l'aurait dit, évidemment, un simple, donc c'est préjudiciable, un simple salarié. Oui. À cela encore, il y a deux tempéraments à apporter. Le premier, c'est qu'effectivement, un avocat est recommandé, mais un conseiller syndical peut faire office d'eux, en l'occurrence. Enfin, on va en parler des accompagnants. Représenter un salarié en justice au conseil de prud'homme. Par ailleurs, il faut aussi faire attention, et on va en parler dans la suite, mais effectivement, certains avocats ou conseillers syndicaux, ce n'est pas le sujet, ont tendance à aussi faire beaucoup de demandes, y compris des demandes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le dossier ou avec la réalité. Et ça peut aussi être préjudiciable à la fin pour le dossier qui, s'il est plein de demandes irréaliste, voire irréel, sera moins bien perçu. Une bonne méthode et un avocat adapté qui sait ce qu'il fait et qui ou un conseiller syndical. Ou un conseiller syndical. Justement, le justiciable peut être accompagné de différents types de personnes, un avocat, un délégué syndical, un conjoint, pacsé ou marié. Quels sont les types de risques dans ce genre de cas, Nicolas? Le conjoint pacsé ou marié présente exactement le même type de risque que le salarié qui ne connaît pas le droit, à moins que le conjoint soit lui-même quelqu'un qui est très aguerri et qui connaît la procédure et le droit du travail. Ça ne s'invente pas, c'est un métier, c'est comme garagiste ou chauffeur de taxi ou journaliste, c'est un métier, c'est assez compliqué. S'agissant du délégué syndical, il existe un certain nombre de délégués syndicaux, en particulier, je pense à l'un d'entre eux qui a monté de manière artificielle un faux syndicat qui s'appelle plus ou moins l'Union locale CGT de Chatou, il se trouve, qui s'est combattu d'ailleurs par la CGT officielle et qui propose aux salariés qui ont des demandes de les représenter puisqu'il a créé ce syndicat qui en fait n'a pas l'existence du syndicat et encore moins l'existence de la CGT et qui fait probablement dans ce que l'on sait et qui nous remonte d'un certain nombre d'affaires, qui fait probablement en réalité de la profession d'avocat sous un exercice illégal de la profession d'avocat, puisqu'il semble qu'en plus il demande de l'argent aux salariés pour les représenter, des sommes qui sont tout à fait conséquentes et qui sont vraiment dans la même chose, dans le même niveau que le ferait un avocat, ce qui est absolument contraire au principe, parce que justement le conseiller syndical, lorsqu'il représente, enfin le délégué syndical, lorsqu'il représente
un justiciable, un demandeur, bon, le plus souvent un demandeur, il le fait à titre gracieux. Et c'est son engagement syndical qui justifie qu'on puisse lui donner le bénéfice de la représentation, mais évidemment la contrepartie c'est que ce soit gracieux, sinon il en fait un métier, s'il en fait un métier il doit devenir avocat. Il est avocat. D'accord, donc mais il faut se méfiance surtout de ceux qui proposent. Et quand un syndicaliste propose à un salarié de le représenter pour de l'argent, c'est nécessairement soit un syndicaliste qui viole l'éthique des syndicats et qui est en train de faire l'exercice illégal de la profession d'avocat, soit même quelqu'un qui est dans un syndicat qui est un faux syndicat, donc méfiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, 99% des cas sont issus de demandes de salariés, et non pas d'employeurs, 1% seulement pour les employeurs. Qui gagne le plus souvent, l'employeur ou le salarié? C'est la question qu'on se posait tout à l'heure avant l'émission. Ça dépend ce que vous appelez gagner. C'est-à-dire que 99% des demandes émanent des salariés, c'est possible, 95 ou 99, c'est vrai qu'en tous les cas c'est une forte majorité. Par nécessité, s'il y a une forte majorité de demandes qui viennent des salariés, encore heureux qu'elles ne sont pas toutes infondées. Donc nécessairement, ne serait-ce que cela va apporter une majorité de décisions favorables en apparence au moins aux salariés. Après, la question qu'on dit toujours, c'est le conseil de prud'homme, les salariés gagnent toujours, les employeurs ne gagnent jamais. Ce n'est pas exact. Il faut voir aussi le montant des demandes. Il peut y avoir des demandes, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Il faut relativiser sur la victoire. Il y a des demandes qui sont absolument extraordinaires. On peut aller jusqu'à des 100 000, 200 000 euros de dommages et intérêts pour des choses qui n'ont absolument aucun fondement. Et la personne ressort avec parfois 1 000 euros, 1 500 euros, je ne sais combien, quelques centaines d'euros, on va dire, pour des éléments auxquels le Conseil a fait droit parce qu'il y avait matière à faire droit, mais qui sont bien évidemment nettement inférieurs à ce que la personne demandait. Alors a-t-elle gagné alors qu'elle demandait 200 000 euros, elle repart avec 1 000 euros par exemple? En droit, en effet, on a fait droit à sa demande. En pratique, je ne suis pas sûr qu'elle considère d'avoir gagné son dossier. Concernant l'employeur menacé de devoir verser virtuellement 200 000 euros à cette personne, je pèse mes mots, attention, il s'en sort avec une condamnation à 1 000 euros. Quelques centaines d'euros, oui. Bon, on ne peut pas considérer qu'il a perdu non plus. Alors bien sûr, les statistiques, quand on les prend brutes, vont dans le sens de décisions qui sont toujours, et là encore, entre guillemets, en faveur des salariés. En pratique, il faut rentrer dans les dossiers, voir exactement ce que ça recoupe. Ça n'est pas toujours aussi favorable que cela. Voilà. Pour un salarié qui saisit le conseil des prud'hommes, mais qui est encore en poste en entreprise, comment ça se passe ? Il faut aller voir dans l'entreprise. Ça peut très bien se passer au sens où ça dépend de la demande. Il arrive, moi j'ai vu au conseil des employeurs et des salariés venir pour se départager sur un point où chacun pensait avoir raison, mais sans animosité, simplement disant non, je n'ai pas recalculé ta prime parce que telle raison, je demande à ce qu'on recalcule ma prime, et donc venant devant le conseil pour demander à ce que le dossier soit tranché, la question soit tranchée. Ça se passe bien dans ces cas-là. Souvent, ça se règle en conciliation, dans la phase pré-contentieuse. Il peut aussi arriver, mais là après c'est une question de casuistique, que ça se passe mal auparavant dans l'entreprise, que le recours au conseil de prud'homme soit instrumentalisé pour faire pression d'un côté ou de l'autre, et que le contentieux soit vidé au conseil, mais qu'après en plus il y a un appel, etc., et que ça continue, que les rapports qui étaient mauvais auparavant restent mauvais ensuite. Et dans ces cas-là, on peut rien faire, chacun retrouve sa place. Le conseil, lui, ne traite que ce qui lui est apporté, ne tranche que les questions qui lui sont posées, et on ne traite pas autre chose que du droit. Et la Cour de cassation a rendu pas mal de décisions sur le fait que saisir le conseil des prud'hommes d'un litige qui vous oppose à votre employeur existant n'est en aucun cas un motif de licenciement, par exemple. Ouais. D'accord. Voilà. Donc il ne peut pas faire valoir son... En tout cas, pas de manière directe. On ne peut pas licencier quelqu'un en lui disant « vous avez saisi le conseil des prud'hommes, par conséquent, je vous licencie ». Voilà. Ça va se passer de manière peut-être un petit peu différente. Ou pas du tout. D'ailleurs, ça se passe assez mal au conseil, quel que soit le collège, employeur ou salarié, quand on se rend compte que la personne est licenciée. En fait, parce qu'elle a saisi le conseil, donc elle a voulu faire valoir des droits. La décision, dans ces cas-là, est rarement positive pour l'employeur. J'imagine. Quand la décision rendue par les collèges ne conforte pas l'une ou l'autre des parties, elles peuvent faire appel. Quel taux d'appel ? Il y a 58%
d'affaires en 2010 qui ont fait l'objet d'un appel. Et qu'est-ce que... Au niveau national. Au niveau national, qu'est-ce que Ensuite, ça implique pour les... Ça varie selon les... Dans un conseil de prud'homme, il y a différentes, ce qu'on appelle différentes sections. Oui. Et donc, il y a une section encadrement, activités diverses, commerce. Et suivant les sections, ce n'est pas forcément le même taux d'appel parce que les magistrats sont parfois plus aguerris en encadrement qu'ils ne le sont au commerce ou parce que les dossiers qui viennent à une période au commerce sont des dossiers qui donnent tous lieu à un contentieux très virulent. Et du coup, toutes vont faire l'objet d'un appel alors qu'il y en aura moins dans une autre section. Qu'est-ce que ça implique pour le collège prud'homal, le fait de savoir que sa décision peut être systématiquement remise en cause par un appel? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bah non, on prend une décision entre guillemets à mes consciences et surtout en connaissance du droit. Et donc on peut toujours être mis en cause. C'est bien, c'est la démocratie. Il y a une possibilité de revoir une question parce qu'on considère que la loi, qui est l'expression de la volonté du peuple, a été mal appliquée ou que le fond a été mal apprécié par le juge. Ok, très bien. Maintenant, le juge, il fait son boulot et puis voilà, ça n'emporte pas de pression sur la décision. Et jamais la décision n'est prise en « oh là là, il y aura peut-être appel ». Non, on juge, point. Okay. D'ailleurs, on va revenir sur les cas dans lesquels les collèges n'arrivent pas à s'entendre sur une décision dans la deuxième partie de cette émission. Donc, je vous dis à tout de suite, messieurs.